République démocratique du Congo, congolaise. Plus de 20 personnes ont été tuées ce week-end en territoire de Béni, dans le Nord Kivu. Un bilan qui s'ajoute à 30 personnes abattues la semaine dernière dans la ville de Béni. Le gouvernement congolais pointe du doigt les rebelles d'origine ougandaise, ADF Nalu. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgoua. Plus de 50 personnes ont été sauvagement abattues à Béniville et Béni-Territoire dans moins de 2 semaines. Le chef de poste d'encadrement administratif de Rengeti, Katsurana Wakwima Alexis, explique. Ces gens ont été tués par machette, hache. On a même trouvé des houes qu'ils utilisaient pour tuer ces personnes. Donc ils déchiraient les têtes ou soit découpaient les bras et consorts comme ils pouvaient le faire pour massacrer ces gens. Le député provincial Ushindi Kalondawa déplore le comportement du gouvernement qui avait crié victoire avant de mettre hors d'état de nuire les rebelles ougandais ADF. Notre population est en train d'être massacrée d'une façon sauvage. Disons que nous regrettons parce que le gouvernement a anticipé la victoire. Et cette victoire, vraiment, on ne devrait pas la célébrer de cette façon parce que nous trouvons que la population n'est pas protégée, n'est pas sécurisée. Donc on s'est précipité en disant qu'on a gagné la guerre alors que l'ennemi a fui. L'ennemi est allé se préparer. L'ennemi, quand il est revenu, il a trouvé que la population est restée sans sécurité. Certains acteurs de la société civile ne croient pas réellement que ce sont les rebelles ougandais ADF qui commettent ces forfaits sur les populations locales. L'un parmi eux a requis l'anonymat. La terre n'avait pas encore refroidi sur les corps ensevelis que la même nuit du 17, Eringeti était la cible des égorgeurs. Même mode opératoire. Comme des chats, les égorgeurs entrent dans un village et sèment la mort calmement, avant de se retirer tout aussi calmement, en nous laissant le soin de compter nos morts, en nous laissant le soin de compatir avec les survivants, en attendant pour eux de frapper de nouveau, où ils veulent et quand ils veulent. Mais qui tue donc les Congolais? À cette question, je pense que personne ne nous a encore donné de réponses crédibles. Le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, compatissait avec les habitants de Béni avant le dernier forfait et rassurait que la MONUSCO aiderait les FARDC pour sécuriser la population. C'était un carnage, c'était un massacre et c'est pas acceptable. Et nous avons parlé la coopération au futur afin que ça ne se passe encore. C'est très important de faire des actions communes, les FRDC, conjointement avec la MONUSCO, les forces, la brigade d'intervention ici, afin de protéger les civils et vraiment de faire clair que c'est pas acceptable, que ces groupes de ADF doivent être détruits. Depuis Goma, Primo Pascal Roudaïgoua, la voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Oui, en République démocratique du Congo, la manifestation annoncée aujourd'hui par une quinzaine de partis d'opposition, dont l'UNC de Vital Kamerhe et l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, n'a finalement pas eu lieu devant le siège de la mission de l'ONU. En fait, l'opposition dénonce une interdiction de manifester et le bouclage par des dizaines de policiers de tout le quartier, rendant le lieu, du coup, inaccessible et, du coup, le rassemblement avec. Alors, des représentants de l'UNC, le troisième parti d'opposition, ont tout de même déposé un mémorandum au siège de la MONUSCO. Dans ce texte, la coalition de ces 15 formations de l'opposition demande à ce que la MONUSCO encourage l'ouverture d'un dialogue national entre le pouvoir et l'opposition. But de l'opération, établir un calendrier électoral consensuel et faire en sorte qu'il y ait bien une élection présidentielle en 2016. Il faut rappeler que l'essentiel des effectifs civils et militaires de la MONUSCO se trouve aujourd'hui dans l'est du pays. Et Sonia Rollet, ce nouveau dispositif suscite donc quelques inquiétudes et notamment à l'approche, justement, des échéances électorales. L'un des points les plus marquants de cette réorganisation est l'absorption de l'unité électorale par la division des affaires politiques. Concrètement, cela signifie que le nombre d'experts électoraux de la mission onusienne est passé de plus d'une centaine à 15 seulement, dont 2 sont encore en cours de recrutement. 15 à terme et pour tout le pays. Partout, la MONUSCO perd en effectif, ce sont les agences onusiennes comme le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui sont censées prendre le relais, sauf que ces dernières attendent, comme bien d'autres acteurs de la communauté internationale, que le gouvernement et la commission électorale présentent un calendrier global des élections à venir et un budget associé, ce à quoi Kinshasa se refuse pour le moment. Au-delà de l'observation électorale se pose également la question de possibles répercussions du vide laissé par la mission dans les provinces de l'Ouest, dont les résultats
résultats lors des précédents scrutins avaient été largement contestés. L'opposition s'inquiète de ce vide, de cette absence de regard ou même de troupes pour intervenir en cas de répression. Pour Vital Kamerhe, le président de l'UNC, les dernières nominations au sein de l'armée dans le centre et l'ouest du pays, de généraux pourtant épinglés par le groupe d'experts de l'ONU, est un très mauvais signal. Il insiste, la mission onusienne doit un minimum se redéployer dans l'ouest où la situation sécuritaire se dégrade par endroits et pourrait encore davantage se dégrader à l'approche des élections. La MONUSCO qui peine à se montrer efficace contre les autres groupes armés qui sévissent dans la région. Léa Vesterov, vous êtes la correspondante de RFI à Kinshasa. La question, elle est toute simple. Pourquoi ? Après le M23 pour l'ONU, l'année 2014 devait être celle de la victoire contre les FDLR, les forces de libération démocratique du Rwanda. Mais pour Kinshasa, la priorité était autre, vaincre les ADF, ce groupe armé ougandais actif dans le nord-est du Congo depuis 20 ans. Refusant de s'attaquer seul aux rebelles rwandais, même si son mandat l'y autorise, la MONUSCO, pendant plusieurs mois, a plaidé en faveur d'opérations conjointes avec l'armée congolaise. Elles n'ont jamais eu lieu, les FRDC ayant choisi de se concentrer sur un autre front. Autre problème, face à des groupes armés multiples et extrêmement mobiles, la brigade d'intervention peine à suivre. Autorisée à ouvrir le feu, ces 3000 hommes ne sont pas formés aux opérations de guérilla à pied, affirme la MONUSCO, et peine donc à traquer les rebelles disséminés dans la forêt très dense du Nord Kivu. Enfin, il y a de vraies difficultés de coordination des troupes sur le terrain. Composées de 20 000 hommes, seuls 3 000 ont le mandat d'attaquer. Les autres, casques bleus classiques, ont une mission traditionnellement plus limitée. Un mandat à 2 vitesses qui donne lieu à des tensions préjudiciables à l'action sur le terrain. Exemple à Beni, ces dernières semaines, il n'y a eu aucune patrouille de nuit, affirment les populations sur place, malgré la présence à la fois de casques bleus et de la brigade d'intervention de l'ONU, tout comme de l'armée congolaise. Une absence qui la nuit a facilité la tâche aux rebelles pour multiplier les massacres des civils ces derniers jours. Léa Vesterov, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, un drone de la MONUSCO s'est écrasé ce matin, peu après son décollage. Sur sa page Twitter, la force onusienne affirme que l'engin a été récupéré sans dommages majeurs. L'incident se serait produit à Goma. On revient en RDC, ville morte aujourd'hui à Beni dans l'Est. La quasi-totalité des boutiques situées sur les grandes artères de cette ville de 700 000 habitants étaient fermées, indique l'AFP. Les habitants protestent ainsi contre l'insécurité suite au massacre perpétré par les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, crime qui aurait fait plusieurs dizaines de morts. Et de l'autre côté de la Front démocratique du Congo, 84 organisations de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de revenir sur sa décision concernant Scott Campbell, directeur du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme. Les autorités congolaises l'ont déclaré persona non grata, le sommant de quitter le pays, suite à la publication de son rapport accusant la police congolaise d'exaction lors d'une opération Likofi pour traquer les délinquants à Kinshasa entre novembre 2013 et février 2014. Le gouvernement affirme que le document n'a pas pris en considération sa version des faits. Jacques Aristide s'est entretenu avec Dolly Ibefo, directeur exécutif de l'Association de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Les rapports contiennent les éléments qui ont été déjà diffusés par les organisations de défense des droits de l'homme de la République. Les organisations se sont dit ça ne sert à rien de s'acharner sur la personne qui vous donne l'information. Il faut plutôt prendre cette information, vérifier ça. C'est donc une façon de demander à notre gouvernement de mener des enquêtes par rapport à toutes ces informations, ces dérapages qu'il y a eu durant l'opération. C'est une opération qui était appréciée en fait par la population parce que il y avait des délinquants en fait qui semaient la désolation dans la population, mais l'objectif a été détourné dans l'exécution de la mission. Mais Kinshasa affirme que l'ONU n'a pas suffisamment tenu compte des remarques que le gouvernement a faites sur l'enquête avant qu'elle ne soit publiée, à propos notamment des exécutions imputées à la police congolaise. Ne pensez-vous pas que les autorités auraient dû également avoir droit à la parole dans ce rapport? Je crois qu'avant de publier le rapport, les autorités ont été saisies parce que nous avons vu d'accusés de réception des autorités par rapport à ces rapports-là. Nous savons que dans les tribunaux militaires, il existe des dossiers, des affaires qui concernent ces cas de l'opération Likofi, coup de poing qu'il y avait, c'est qu'il y a eu des dérapages et que les autorités, lorsqu'ils déclenchent des informations judiciaires, ça signifie qu'il y avait des problèmes. Mais la version du gouvernement n'a pas été incluse dans le rapport.
Bon, la version n'a pas été incluse, ça, c'est le gouvernement en fait qui le déclare. Mais nous, ce que nous avons demandé, c'est pour mieux contredire en fait ces rapports, il faut pouvoir mener des enquêtes, diligenter notre enquête, donc déclencher une nouvelle enquête où on verra que ces informations qui se trouvent dans ces rapports sont fausses, en présentant des éléments réels sur le terrain. Voilà, c'était Dolly Ibefo, directeur exécutif de la Voix des Sans-Voix à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 80 morts en 2 semaines. C'est le bilan du massacre commis à Beni dans le Nord Kivu par les rebelles ougandais de l'ADF, les forces démocratiques alliées. Nous sommes en République démocratique du Congo et depuis hier, une délégation du gouvernement congolais est à Beni. Sur place, on retrouve notre correspondant John Kanyunyu. Cette visite est officiellement destinée à apporter le réconfort du gouvernement congolais aux populations de Beni, toujours en état de choc après ces massacres. Mais pour cet analyste politique qui a voulu garder l'anonymat, seule la présence du président Joseph Kabila pourra réellement réconforter les habitants de Beni. Lorsqu'il y a un seul Français qui meurt, dans des circonstances qui ne sont pas bien élucidées, le président de la République s'adresse à la nation et visite la famille éprouvée. Pour mieux vaut tard que jamais, notre président vient d'avoir une délégation constituée de ministres et de députés nationaux. Nous espérons qu'après cette délégation, il va lui-même venir à Beni réconforter la population. Les massacres de ces derniers jours ont fait monter la colère des populations à l'encontre de la force de l'ONU présente dans la région. Nous avons la MONUSCO ici, nous avons les FARDC, mais on ne parvient pas à comprendre comment les gens peuvent venir aujourd'hui à Oicha, demain à Beni, après-demain ils vont à Eringeti. Ça nous surpasse. On ne parvient pas à comprendre. Que fait l'armée? Que fait les autorités de la MONUSCO? Nous voyons aussi des hélicos chaque fois en train de faire la patrouille diurne, nocturne. Mais pourquoi ils ne parviennent pas à dénicher ces gens? Ou bien ils sont complices? Le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, la mission de l'ONU au Congo, le général Jean Bayo, a tenu cependant à rassurer les populations de Beni. Le combat contre ADF continue et nous sommes avec vous pour régler ce problème. Nous allons activement rechercher ceux qui ont commis ces crimes et permettre à cette région de vivre non pas dans la terreur, mais dans la paix. Ma présence, non seulement aujourd'hui, mais très très souvent ici dans la région, nous réitérons publiquement notre engagement à opérer ensemble avec non seulement les militaires congolais, mais aussi avec tous les acteurs qui doivent apporter la sécurité dans la région. Nous sommes avec vous et nous n'arrêterons nos efforts que lorsque nous aurons obtenu des résultats probants. John Kanyunyu à Beni pour la Deutsche Welle. Et toujours en République démocratique du Congo, en bref, le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme a vivement critiqué hier Kinshasa pour avoir expulsé un de ses responsables sur place, Scott Campbell. Il a quitté vendredi soir Kinshasa après avoir été déclaré indésirable par le gouvernement congolais. À l'origine de la brouille, un rapport dénonçant des bavures policières pendant une grande opération anti-banditisme à Kinshasa entre novembre 2013 et février 2014. Outre le départ de Scott Campbell, le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme fait état d'intimidations graves pesant sur d'autres membres de son équipe en République démocratique du Congo. Marcel, depuis Kinshasa, se demande où est le président Kabila, qui n'a manifestement pas ressenti la nécessité de se rendre dans l'est du pays pour consoler les citoyens qui l'ont élu. Commentant sur Facebook la visite du chef de la MONUSCO, Martin Kobler, à Beni pour consoler justement les victimes des massacres, Omar de Bukavu se demande ce que les Congolais ont fait pour mériter tout cela. La paix n'est toujours pas retrouvée en RDC, se désole-t-il, mais la MONUSCO ne fait que condamner les actions déjà exécutées. Or, mieux vaut prévenir que guérir. Selon Omar, la mission des Nations Unies reste inutile et sans importance puisqu'on continue à être massacré. Un avis que partage Borjolin de Lubumbashi, toujours en RDC. David de Goma, en RDC toujours, souligne de son côté que les Congolais vivent aussi dans l'insécurité permanente, même à Goma, toujours dans l'est du pays, où les habitants craignent la nuit particulièrement grave. Et pourtant, remarque Célestin de Bukavu, verser le sang, cela n'est pas notre culture.
Bertin de Kinshasa revient lui sur la mystérieuse et troublante mort du sergent Dongala, chauffeur du défunt colonel Dalla, qui avait eu le triste privilège, aux yeux des autorités de Kinshasa, de donner le coup de grâce à l'aile militaire du mouvement rebelle M23, écrit Bertin. Quand on défend l'intégrité territoriale de la RDC et que l'on dit la vérité, comme le sergent Dongala devant un tribunal, on n'est plus en odeur de sainteté devant l'administration de Joseph Kabila. Pour preuve, Kinshasa a demandé le rappel du chef du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme, Scott Campbell, soi-disant pour manque de professionnalisme et d'honnêteté, après la publication d'un rapport de ses services qui dénonce les crimes commis par des policiers congolais lors d'une grande opération anti-banditisme dans la capitale, baptisée l'ICOFI, coup de poing en lingala. Selon notre auditeur, cette opération, qui avait pour but d'éradiquer de la capitale les Kuluna, des jeunes sans foi ni loi qui sèment la terreur, parfois même en plein jour, cette opération donc était bien fondée et souhaitée par la grande majorité de la population. Mais dommage seulement que des abus aient conduit à des règlements de compte, voire à des liquidations pures et simples. Voilà, Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Un détour par la République démocratique du Congo, la RDC, où le départ précipité du patron de la division des droits humains de la MONUSCO ne passe pas. La MONUSCO, rappelons-le, c'est le déploiement de l'ONU là-bas. Scott Campbell a été déclaré persona non grata par Kinshasa, un homme indésirable en somme, et cela au lendemain de la publication d'un rapport dénonçant des bavures policières lors d'une opération pour traquer les délinquants de la capitale congolaise entre novembre 2013 et février 2014. Alors selon ce rapport, au moins 9 personnes ont été exécutées par balle et 32 personnes sont toujours portées disparues. Et dans un communiqué ce week-end, le chef de la MONUSCO a demandé aux autorités de revoir leur position et a réaffirmé son soutien à Scott Campbell. Depuis, Florence Maurice, les réactions se multiplient. Le Bureau des Nations Unies n'a fait qu'agir conformément à son mandat, souligne la délégation de l'Union européenne en RDC dans un communiqué. L'UE qui dit s'attendre à ce que les agents de la police nationale qui se seraient rendus coupables d'exactions répondent de leurs actes devant la justice. L'UE pour qui l'expulsion de Scott Campbell est contraire aux engagements internationaux pris par Kinshasa. Un avis partagé par le ministère belge des Affaires étrangères. Joren van der Weyer en est le porte-parole adjoint. Nous sommes évidemment très inquiets d'apprendre l'expulsion de M. Scott Campbell et on appelle les autorités congolaises à réexaminer leurs décisions en vue des engagements internationaux en matière de droits de l'homme. On appelle les autorités congolaises également à entamer d'urgence un dialogue constructif avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme sur les recommandations exprimées dans leur rapport. Pour le moment, cela ne semble pas être la voie choisie par Kinshasa. Selon le haut commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, 2 autres membres de son équipe ont également subi, je cite, des menaces sérieuses au cours des derniers jours. Une situation qualifiée d'inacceptable par le haut commissaire dans un communiqué. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La sécuritaire est plutôt crispée dans l'est de la République démocratique du Congo après les massacres de ces derniers jours qui ont fait près de 80 morts à Beni dans le Nord Kivu et attribués aux rebelles ougandais de l'ADF. Les populations de Beni sont sur le qui-vive. Elles entendent désormais elles-mêmes assurer leur sécurité. De nombreuses personnes se sont donc procurées des machettes et des patrouilles nocturnes sont organisées à Beni. Les précisions de notre correspondant John Kanyonyo. Ces patrouilles sont organisées en dépit de leur interdiction par le maire de Beni. Le premier responsable de la commune dit vouloir ainsi éviter le pire, car selon lui, certains habitants s'effondrent à justice. Jean-Edmond Bonakawanyoni. Il y a l'armée et la police qui font des patrouilles. Si un jeune veut se joindre à cette patrouille mixte, il est normal qu'il se joigne à l'armée et à la police. Mais cela n'est pas du tout à souhaiter parce qu'en cas de problème pendant les patrouilles et par malheur si un des jeunes en est victime, nous ne saurons comment expliquer cela. La nuit dernière, des habitants de Beni que nous avons rencontrés lors de l'une de ces patrouilles ont voulu justifier leur action. À l'extérieur, devant notre fait, nous nous trouvons plus à l'aise plus que la personne qui est endormie dans sa maison. La fois dernière, nous avions trouvé un bandit non identifié. Nous avions appelé la police pour qu'ils viennent récupérer le bandit. Nous ne sommes pas là pour faire la justice populaire. Tant que nous ne sommes pas sécurisés, nous serons toujours là. Et nous devons attendre jusqu'à ce que la sécurité du milieu soit quand même effective.
parce que nous trouvons que nous sommes vraiment coincés par les sécurités. C'est ainsi que nous nous prenons en charge. Tant mieux mourir en voyant que de mourir sans le savoir. Aujourd'hui à Béni, les machettes se font de plus en plus rares sur les marchés. Presque tout le monde veut s'en procurer, envie de pouvoir faire face à de nouvelles attaques. Cependant, certains commerçants se montrent inquiets face à une telle situation. Les machettes s'écoulent, mais les habitants en achètent une par individu. Oui, les machettes s'écoulent vite, mais notre inquiétude est que ça risque de causer un massacre car les moments que nous traversons sont durs, avec l'insécurité qui bat des records ces jours-ci. À Béni, tout le monde dort aujourd'hui la peur au ventre. Les dernières attaques des rebelles ougandais de l'ADF ont créé un véritable traumatisme au sein des populations. John Kanyunyu à Béni pour la Deutsche Welle. Oui, je le rappelle, plus de 80 morts dans l'est de la RDC et donc dans la ville de Béni en si peu de temps, alors que la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC est présente, de même que les soldats des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est bien ce qui inspire ce commentaire à Thierry Vircoulon. Il est l'analyste de l'International Crisis Group pour la région de l'Afrique centrale. Procéder juste à des bombardements contre un groupe rebelle ne signifie pas que vous allez neutraliser ce groupe, à moins que vous ne réussissiez à tuer tous les combattants de ce groupe ainsi que leur chef. La MONUSCO et l'armée congolaise n'ont pas réussi à faire cela depuis le début de l'année. Et la conséquence, c'est cette attaque en forme de représailles que le groupe ADF vient de lancer sur Béni. Tout cela nous ramène à la question sur la stratégie de la MONUSCO et de l'armée congolaise face aux groupes armés. Ont-elles vraiment une stratégie face à ces groupes? Thierry Vircoulon, expert pour l'International Crisis Group. Vous nous écoutez. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Est de la RDC, des centaines de personnes ont participé à une marche hostile à la mission de l'ONU, critiquée pour son inaction après de récents massacres dans la région. Chérubin Dorsil. La marche s'est déroulée à Oicha, dans le Nord Kivu, où 9 personnes avaient été tuées dans la nuit du 8 au 9 octobre par de présumés éléments de la rébellion islamiste ougandaise de l'Alliance des forces démocratiques ou ADF. Moins d'une semaine plus tard, près de 80 civils ont été massacrés à l'arme blanche dans le territoire de Béni, où se trouve la localité d'Oicha. Après ces massacres, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, avait appelé au lancement le plus tôt possible d'actions militaires contre les ADF. Omar Kavota, vice-président de la société civile du Nord Kivu, a annoncé que la population de Béni a érigé des barricades pour dénoncer l'inaction de la MONUSCO. La société civile du Nord Kivu avait appelé lundi à une opération ville morte qui a été bien suivie dans les principales villes de la province. Et le gynécologue congolais Denis Mukwege, qui a passé plus de 15 ans à soigner les femmes et les filles victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC, est le gagnant cette année du prix Sakharov pour les droits humains. Le Parlement européen a choisi à l'unanimité le docteur Mukwege pour son combat pour la protection des femmes. Il se verra décerner le prix le 26 novembre à Strasbourg, en France. Le docteur Mukwege a fondé son hôpital de Panzi à Bukavu en 1998 pour traiter les victimes de violences sexuelles en relation avec la guerre. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, précisément dans l'est du pays, à Béni. Les populations de la localité sont descendues dans la rue pour demander le départ de la mission des Nations Unies sur place. Le reportage de notre correspondant John Kanyonyo. Avec des tirs de sommation, les casques bleus de la MONUSCO ont arrivé à disperser des manifestants qui ont envahi le quartier général de la mission à Mavivi. C'est dans cette ambiance survoltée que les populations de Béni ont manifesté ce matin contre les Nations Unies. Elles accusent la mission d'être des mèches avec les ennemis qui massacrent les civils à Béni et aussi protester contre la mort des 2 jeunes hier à Mbaou, tués par balle lors de l'altercation entre la MONUSCO et les patrouilleurs civils à Mbaou. Même la pluie battante n'a pas entamé la détermination des manifestants. Nous barricadons la route parce que nous voulons la paix. La MONUSCO est là pour la paix. Pourquoi alors la MONUSCO tourne le fusil au peuple alors que nous voulons la paix? Nous voulons la paix, nous voulons départ immédiat de la MONUSCO. Nous ne voulons pas de la MONUSCO ici à Béni. La MONUSCO c'est notre... Ça vient pour nous protéger. Ça ne peut pas nous tuer ou rendre des choses mauvaises pour nous. À cause de ça, on dit qu'on ne veut plus encore
savoir que la MONUSCO existe dans la ville de Beni. Ici à Beni, d'aucuns voient mal cette grogne contre la MONUSCO et interpellent le gouvernement, premier responsable de la sécurité de la population. Et ils se demandent pourquoi les attaques des protestataires ne visent que les casques bleus. Élément de réponse de l'un des responsables de la société civile, Isseso Movikos. Les FARDC a bouté dehors l'ennemi. Ça, vous le savez. À partir de Goma, a bouté dehors les M23. En arrivant dans le territoire de Beni, a bouté dehors les ADF Nalou. Quant à ce qui concerne la MONUSCO a amené les Zirahamwe, les FDLR. Et pendant ce temps, les populations d'Oicha, Mbaou et Mavivi continuent de se diriger vers les positions de la MONUSCO pour demander le départ de cette mission. Pour l'instant, pas de réaction des autorités. John Kanyunyu a béni pour la Deutsche Welle. Et concernant toujours la RDC, en bref, cette fois, la Cour pénale internationale a ordonné hier la libération de 4 suspects proches de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, accusé de crimes contre l'humanité. La Cour veut ainsi éviter que leur détention provisoire ne soit d'une durée disproportionnée. Les 4 suspects, Aimé Kilolo Muzamba, Jean-Jacques Mangenda, Kabongo, Fidel Babala Wandou et Narcisse Arido seront donc libérés respectivement en Belgique, en République démocratique du Congo, au Royaume-Uni et en France, mais devront toutefois comparaître devant la Cour si elle le demande. Les 4 hommes sont accusés notamment de fausses déclarations et de subornation de témoins et la CPI précise que leur remise en liberté ne signifie pas pour autant leur innocence. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République du Congo, 2 jeunes ont été tués par balle hier soir à Mbaou, dans le territoire de Beni. Les manifestations contre la mission de l'ONU se sont poursuivies ce matin. Les jeunes de la région dénoncent l'inaction des casques bleus suite au massacre de plus de 80 personnes par des rebelles ougandais. Sur ce qui s'est passé, écoutons Omar Kavota, vice-président de la société civile du Nord Kivu à Beni. Le soir, une patrouille mixte FARDC police a été interceptée par des jeunes. Lorsque l'armée a cherché à intervenir pour protéger les casques bleus, les jeunes ont réagi violemment en procédant par des jets de pierre. Un militaire est décédé et une vive altercation a suivi. 3 jeunes ont été tués par balle et 2 ont succombé. Ce matin, les manifestants en colère ont amené les corps à la résidence du chef de secteur. Ils ont saccagé sa maison. Également, un groupe de jeunes de Oicha, le chef-lieu du territoire de Beni, se sont joints à ceux de Mbaou pour aller envahir le quartier général de la mission des Nations Unies de Beni à Mavivi, donc à 15 km de Beniville. Que la police a dû intervenir à la salle de lacrymogène. Là, on a déploré encore 7 blessés qui sont admis au centre de santé de Mavivi. Omar Kavota, vice-président de la société civile du Nord Kivu à Beni, en République démocratique du Congo. Réagissant à ces violences depuis Goma, Martin Kobler, chef de la MONUSCO, a reconnu que la mission onusienne avait perdu une partie de la confiance de la population, mais que ça ne vaut pas la peine de prendre la MONUSCO comme bouc émissaire. Il a appelé les populations à coopérer avec les casques bleus. Le point sur l'épidémie d'Ebola. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Je le disais en introduction, en République démocratique du Congo, les relations restent tendues entre la mission de l'ONU sur place et le pouvoir, mais aussi entre la MONUSCO et les populations de Mavivi, près de Beni, dans l'est du pays. La MONUSCO est accusée de n'avoir pas empêché les massacres de civils de ces derniers jours imputés aux rebelles des forces démocratiques alliées ADF. Pour un nombre d'habitants, l'ONU est fautive, Carole Assignon. Effectivement, Bob, les populations estiment que les casques bleus ne font rien pour leur venir en aide. La preuve, selon elles, c'est que les massacres continuent malgré la présence de la MONUSCO sur le terrain. Suite aux récentes attaques, le chef de la mission onusienne, Martin Kobler, avait appelé, je cite, au lancement le plus tôt possible d'actions militaires conjointes de l'armée congolaise et de la MONUSCO contre les rebelles. Mais cela ne suffit visiblement pas à faire tomber la tension. Et pour Jean-Claude Baka de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, cette situation a un sens précis. Presque toute la population veut travailler avec la MONUSCO. S'il y a eu marche, la population voulait un peu réveiller les éléments de la MONUSCO comme l'unique côté qui peut défendre les intérêts ou les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Presque toute la population veut travailler avec la MONUSCO, mais que la MONUSCO ne croise pas les bras parce que le pouvoir en place ne veut pas collaborer avec elle.
mais qu'avec tous les moyens qu'il dispose, qu'il intervienne quand même pour défendre la cause des Congolais. Alors, Carole Assignon, on le disait à l'instant, il n'y a pas qu'avec les populations de l'Est que la MONUSCO a des relations tendues en ce moment. Effectivement, avec Kinshasa également, les relations ne sont pas vraiment au beau fixe en raison du dossier Scott Campbell. Le gouvernement congolais juge toujours indésirable le retour du chef du Bureau des droits de l'homme de l'ONU en RDC. Ce dernier a dû quitter le pays après la publication d'un rapport accusant la police de graves crimes. Écoutez la réaction de Jean-Claude Baka. À la manière de travailler de la MONUSCO, ce sont ces gens qui sont au pouvoir, qui veulent martyriser la population, qui veulent persécuter la population. Donc, il ne faut pas dénoncer. Il faut les laisser toujours faire comme ça, piétiner les droits de l'homme. Parce que la MONUSCO est en train de respecter le texte ou est en train de vouloir qu'on respecte le texte pour bien retenir le rapport. Et j'ajoute que Kinshasa a toutefois précisé sa volonté de poursuivre sa collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, mais sans Scott Campbell. Oui, sans Scott Campbell, les autorités de Kinshasa donc n'envisagent toujours pas de revenir sur leur décision d'expulsion du chef du Bureau des droits de l'homme de l'ONU en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans plusieurs pays, les débats sont vifs sur les velléités de certains présidents de modifier les constitutions pour prolonger leur présence au pouvoir, au Burundi, au Burkina, mais aussi en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle soutient une réforme permettant à Joseph Kabila de se présenter pour un nouveau scrutin l'an prochain, mais la question est loin de faire consensus, y compris au sein même de la majorité. Jean-Claude Muyambo, le président du parti Solidarité congolaise pour la démocratie, un parti membre de la majorité présidentielle, fait ainsi part de son opposition à cette réforme. Il le dit à Jean-Jacques Louarn. Jean-Claude Muyambo, bonjour. Bonjour. Le débat sur une modification de la Constitution est lancé en RDC depuis plusieurs mois. Suivez-vous attentivement, la classe politique congolaise suit-elle attentivement ce qui se passe actuellement au Burkina Faso? Donc les velléités du président Compaoré de modifier cette constitution, sa constitution, pour briguer un prochain mandat. Moi je pense que ce que le président burkinabé veut faire, ce n'est pas bien pour son pays et pour l'Afrique. Je pense c'est une vieille politique et aujourd'hui nous avons tout intérêt à ne pas accepter ça. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso est scruté à la loupe par plusieurs pays, plusieurs présidents, dont votre président, le président Kabila. Vous vous êtes vous-même désolidarisé de votre famille politique qui soutient assez largement la révision constitutionnelle en RDC. Pourquoi l'avez-vous fait? Vous savez, si on continue à vouloir réviser la Constitution, non pas seulement nous allons créer des dictateurs, mais il y aura toujours instabilité en Afrique. Et non pas ce n'est pas bien pour le peuple, mais pour aussi la communauté internationale. Moi, je pense qu'il est grand temps. Et ceux qui veulent faire ça, ils puissent comprendre qu'ils auront le peuple derrière eux. Très clairement, pour vous, là, le coup d'envoi de ces multiples réformes à venir dans plusieurs pays est donné par le président Blaise Compaoré. C'est un test. Oui, effectivement, moi je pense que c'est lui le cerveau. Il veut changer et comment ça va se passer. Mais ce qui est vrai, à ce qui nous concerne, nous avons déjà pris position. En RDC et au Katanga, nous on dit net, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Et nous allons le faire d'une manière pacifique jusqu'à ce que le peuple puisse gagner. Vous savez, nous avons connu le président Mobutu qui a fait au moins 32 ans, c'était la misère totale. Et aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, le président Kabila vient de faire 16 ans au pouvoir, lui donner encore 5 ans, ça sera pratiquement 21 ans. Et nous, on dit non, il faut l'alternance, c'est ce que nous voulons. Et il faudrait que le président Blaise Compaoré puisse comprendre qu'en Afrique, il y a un changement, on ne veut pas. Et il faudrait que le peuple burkinabé puisse comprendre ça. Pensez-vous que Paris, Washington, ce qu'on appelle la communauté internationale, a un rôle à jouer dans ce processus et doit effectivement condamner ou pas? Je pense effectivement qu'ils ont un rôle à jouer. Mais ce qui est vrai, il nous appartient tout d'abord à nous, Congolais,
Burundais, Burkinabés, de comprendre qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Alors je rappelle que vous faites partie de la majorité au pouvoir. Que pensez-vous de l'attitude de l'opposition congolaise dans ce débat autour de la Constitution? Non, vous savez, ici, je ne vais pas parler d'opposition ou de la majorité. Ici, il y a maintenant deux camps. Ceux qui disent oui pour la révision, ceux qui disent non ou contre la révision constitutionnelle. Même au sein du PPRP, le parti du chef de l'État, il y a des gens qui se sont levés pour dire non, on ne peut pas réviser la Constitution. Il y a un autre vent qui souffre. Il y a une voix forte qui s'est élevée contre la modification de la Constitution congolaise. C'est l'Église catholique qui s'est positionné très clairement en faveur du non à la révision. Est-ce que l'Église catholique ne dépasse pas la ligne rouge? Est-ce qu'elle ne prend pas l'habit d'un parti politique en quelque sorte? Non, l'Église catholique joue un rôle de modérateur. Depuis longtemps, moi je pense que l'Église a toujours joué un rôle dans notre pays. Le rôle que l'Église catholique est en train de jouer, c'est un rôle biblique et je pense que nous avons tout intérêt de soutenir l'Église catholique. Alors de nombreux observateurs craignent aujourd'hui qu'on entre dans une période effectivement de turbulence et que toute cette période d'incertitude en quelque sorte entraîne des troubles et le président Joseph Kabila de toute évidence reste silencieux. L'appelez-vous à prendre position clairement lui-même, à s'exprimer sur cette question? Mais ce qui est vrai, c'est qui disent qu'ils sont pour la révision constitutionnelle, ils savent qui les envoie et pourquoi ils les font. Mais de notre côté, nous on dit non, ce n'est pas bénéfique au peuple et ça doit s'arrêter. Et je pense que c'est là où la communauté internationale doit jouer un rôle important pour les Africains. Puisque si nous laissons les présidents burkinabés, burundais, de la République démocratique du Congo et que sais-je encore, vouloir changer la Constitution, il y aura toujours instabilité. Alors très clairement, si un tel projet est mis sur la table à Kinshasa, est-ce que vous êtes prêt à claquer la porte de la majorité présidentielle? Moi, je ne suis pas entré dans la majorité présidentielle pour qu'il y ait un troisième mandat pour le président Kabila. Merci beaucoup, Monsieur Muyambo. Je vous en prie, je vous remercie aussi. Jean-Claude Muyambo du Parti Solidarité Congolaise pour la démocratie avec Jean-Jacques Louarn. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Rwandais ont à leur tour réagi avec vigueur à la diffusion par la chaîne britannique BBC d'un film documentaire sur le génocide de 1994. Ce documentaire d'une centaine de minutes relaie notamment des accusations d'anciens proches du président Paul Kagame. Depuis leur exil, ceux-ci accusent l'actuel chef de l'État rwandais d'avoir ordonné le tir sur l'avion du président Hutu de l'époque, Juvénial Habyarimana. Le film relativise aussi la thèse selon laquelle entre 800 et 1 million de Tutsis auraient péri. Les députés rwandais réclament donc le retrait de la licence FM de BBC. Nous avons recueilli un avis d'experts sur le contenu du film polémique. Gerd Henkel, expert à l'Institut allemand de la recherche sociale, s'est confié à Fréjus Quenom. On l'écoute. Vous voyez, cette bataille de chiffres-là, je me méfie un peu. Moi, je pense que 500 000 Tutsis tués, c'est déjà un chiffre énorme. Si c'est 500 000 ou 700 000, 800 000, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'un génocide a eu lieu. Bon, ça, tout d'abord, il faut le reconnaître. Mais ce qu'il faut reconnaître aussi, et presque tous les Rwandais, ou non, je dirais même tous les Rwandais le savent, c'est que d'autres crimes ont été commis. Des crimes contre la population Tutsi. Et là, personne n'en parle. Des crimes commis contre la population Hutu, vous vouliez dire? Oui, bien sûr. Personne ose en parler. Alors, et qu'est-ce que cette thèse représenterait pour le règne de Paul Kagame sur le Rwanda? Est-ce qu'il peut redouter que le mythe tombe et que ce qui est admis jusqu'ici, à savoir qu'il a sauvé le Rwanda du génocide, ne soit plus la vérité absolue? Oui, je pense qu'il y a un sérieux risque que, tôt ou tard, le mythe Kagame sauveur du Rwanda tombe. Oui. Ça, c'est bien probable. Et ceci est dû au fait que tous les Rwandais, et même à l'extérieur, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui savent ce qui s'est passé à partir d'octobre 1990 jusque dans les années 2000, ce qui s'est passé au Rwanda et après. Donc,
Il y a beaucoup de personnes qui le savent et qui osent de plus en plus ou qui trouvent de plus en plus le courage de le dire ouvertement. Vous aurez l'occasion d'écouter plus longuement l'Esper Gardankel dans le cadre de notre nouvelle émission matinale qui proposera chaque mercredi une rubrique interview. En bref, l'ONG congolaise Voix des Sans-Voix lance un appel à l'ONU. Selon l'organisation, les Nations Unies doivent faire pression sur le Rwanda et l'Ouganda pour qu'ils ouvrent des dialogues politiques qui permettront le retour de leurs rebelles qui sévissent dans l'est de la RDC. Cet appel fait suite au récent massacre d'environ 80 civils dans le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu en RDC, des massacres commis par de présumés combattants de la rébellion islamiste ougandaise Force démocratique alliée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, l'école de la patience. On attend toujours la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale, nouvelle équipe qui avait été annoncée il y a un an jour pour jour par le président Kabila. Kamanda Wakamanda Muzembe, vous êtes le correspondant de RFI à Kinshasa. Alors oui, c'est ça, on attend. Promesse du président Kabila à la clôture des concertations nationales. Le gouvernement de cohésion nationale avant fin décembre 2013. Délai repoussé ensuite à mars 2014 et puis avant le 15 septembre 2014, dernière date butoir annoncée à l'issue d'une rencontre de la majorité dans la ferme présidentielle de Kingakati. Mais, réputé démissionnaire après s'être payé les indemnités de sortie, le gouvernement actuel a malgré tout présenté et défendu le budget 2014 devant le Parlement. Les députés ont relevé l'anomalie, mais ils ont voté ce budget. Dans l'opinion, on parle d'une machine de l'État grippée. Exemple, des policiers butés lors de la dernière mise en place ont été obligés de gagner à leur charge leur nouveau lieu d'affectation. Entre-temps, les plateformes qui avaient participé aux concertations nationales se sont elles-mêmes disloquées, le cas de l'opposition républicaine autour de Kengo Wadondo. La majorité, quant à elle, a enregistré des contradictions en son sein. D'un côté, les défenseurs de la révision constitutionnelle, de l'autre côté, ceux qui s'opposent au troisième mandat du président Kabila, le MSR et SCODE se sont exprimés ouvertement. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.